shalom à toutes, shalom à tous. On est très heureux de se retrouver avec le guide officiel de Midreshet Yehuda, Ariel Assaf. Ça y est, hein, c'est passé, c'est officiel, c'est écrit dans le mail, donc voilà. Et ce soir, pour changer un petit peu, on va parler politique. C'est très mouvementé en politique en ce moment. La Knesset, Premier ministre, le président dans quelques jours, élection du nouveau président. On a eu 10 présidents en Israël et tu vas nous parler d'un couple exemplaire de Yitzhak Ben-Zvi. Toda Rabba Ariel. Alors, exactement. Bonsoir. Merci, Johan. Merci, Midreshet Yehuda. Et comme on est maintenant en phase d'élection présidentielle et que le président, c'est les Chavrei Knesset qui l'élisent, ce n'est malheureusement pas nous. Et actuellement, ceux qui ont suivi un peu ce qui se passe, il y a deux candidats. Un qui est le candidat des élus, Yitzhak Bougie Herzog, et une qui est la candidate du peuple, Myriam Peretz. Et il reste à voir ce que vont choisir les élus, bien qu'on peut on peut supposer ce qu'ils ont envie de faire. Alors justement, par réaction à ce qui se passe aujourd'hui et les candidats à l'élection présidentielle, je voulais voir un petit peu ce qu'ont été les présidents dans le temps, mais surtout je voulais un président qui n'est pas très connu, Yitzhak Ben-Zvi, qui était le deuxième président d'Israël, et raconter son histoire. Alors j'ai changé un peu le titre, j'ai mis un couple présidentiel exemplaire parce que on va voir, ce n'est pas seulement Yitzhak Ben-Zvi, c'est aussi Rachel Yanaït qui avait aussi son mot à dire dans la présidence de l'État. Et j'ouvre le sharing. Je vais partager l'écran. En arrière, voilà. Donc, je m'excuse si la photo, j'ai fait une erreur. Je n'ai pas mis deux photos de la même époque. J'ai mis Yitzhak Ben-Zvi un peu plus âgé et Rachel Yanaït un peu plus jeune. Ils n'avaient pas le même âge. Mais ce n'est pas grave. Et on commence. Alors, Yitzhak Ben-Zvi est né en Ukraine, à Poltava, en 1904. Et il s'intéresse à Israël. Son père est un activiste sioniste. Il est allé en Israël en 1891 pour vérifier s'installer ou pas s'installer. Il revient à Poltava. Yitzhak Ben-Zvi pose énormément de questions. Il a un ami qui est en Israël. Il s'intéresse, il écrit des lettres et encore des lettres. Et comment. Et son ami lui dit, viens tout simplement voir sur place. Et en 1904, donc, Yitzhak Ben-Zvi arrive en Israël. Il a 20 ans. Il est né en 1884. En 1904, à 20 ans, il arrive en Israël. Il va y passer 2 mois et il va traverser à pied le pays du nord au sud. Vous avez la liste. Yafo, Rishon LeZion, Ness Tziyona, Rehovot, Ekron, Gdera, Kastina, Mesra. Il a fait un peu le tour du pays. Ce qui est intéressant, c'est qu'en route vers Eretz Israël, il est passé par des communautés juives en Grèce et dans l'Empire ottoman. Et ça va lui donner un peu sa direction dans sa vocation, puisque plus tard, il sera le chercheur des communautés juives de l'Orient. Donc, il a rencontré ces communautés juives en allant vers Eretz Israël en 1904. Il se trouve juste en Israël au décès de Herzl. Il assiste à une cérémonie en son honneur en Israël. Rencontrer des gens qui après seront des personnages importants de l'histoire du sionisme, et il retourne en Russie. Il retourne en Russie et on est dans les pogroms du début du XXe siècle, et son père, qui était activiste juif, on trouve chez lui une cache d'armes, et il est arrêté par la police du Tsar et va être condamné à 16 ans de déportation en Sibérie, lui et toute la famille. Il y avait eu les pogroms, ce qu'on a appelé les sangs noirs, c'était des groupes de sang qui attaquaient les socialistes anti-tsaristes. Ça, c'était officiel, mais aussi, ils ne déniaient pas un pogrom à l'occasion. Ils ont fait énormément de victimes. Vous avez quelques exemples là. 660 villes ont été attaquées par ces hordes qui ont déferlé. Et rien que dans la région de Tchernigov, on dénombre 800 victimes juives après leur passage. Alors, le père de Yitzhak Ben-Zvi avait cette cache d'armes. Il est condamné, il est déporté en Sibérie avec la famille. Yitzhak Ben-Zvi réussit à s'enfuir et il part vers la Lituanie, et où il va commencer ses activités sionistes, membre de différentes organisations sionistes, en parallèle avec ses études.
Alors, avec ses amis, il va créer le Poalet Zion. Le Poalet Zion, c'est un des organismes d'une centrale ouvrière socialiste. Vous voyez la photo en bas à droite, vous voyez Yitzhak Ben Tzvi. À sa droite, donc juste au milieu de l'image, vous voyez David Ben Gurion, David Green à l'époque, et à gauche, Yosef Brenner, qui sera tué dans les pogroms de 1921 à Yafo. Et commence l'histoire socialiste, sioniste de Yitzhak Ben Tzvi. Les membres du Poalet Zion seront plus tard les chefs du MAPAI, le mouvement politique socialiste ouvrier qui sera à la tête du pays pendant de nombreuses années. Arrive Yitzhak Ben Tzvi, j'ai oublié, en 1907, il monte en Israël et dans sa chambre se crée une organisation de défense juive pour protéger les localités juives, les localités agricoles. Cette organisation va prendre le nom de Bar Giora. Le Bar Giora, c'était un des héros de la révolte contre les Romains à l'époque, il y a 2000 ans avant. Ils ont pris ce nom et Yitzhak Ben Tzvi est un cofondateur avec des noms comme Israël Shochat, Israël Giladi, Alexander Zaid. Ce sont ces noms qui après continueront une autre organisation qui va s'appeler Hashomer. Hashomer va aussi être créé à l'instigation de Ben Tzvi. 2 ans, on a eu Bar Giora, après on a eu Hashomer, plus tard on aura la Hagana et finalement Tzahal. Et le slogan de Bar Giora, c'était Bedam Vaesh Yehuda Nafla, Bedam Vaesh Yehuda Takum. Dans le sang et les flammes, Jérusalem est tombée, la Judée est tombée, et dans le sang et les flammes, la Judée se relèvera. Vous voyez le lion, vous voyez la menorah de Juda, et on va écouter cette chanson de Irgun Bar Giora qui était après l'hymne du Shomer et qui est encore chantée aujourd'hui. Cette chanson qui avait déjà été composée après les pogroms de Kishinev dans la défense juive en Russie, c'est cette chanson qui va être reprise par Bar Giora. Et le but, c'est beau de développer des activités agricoles, il faut aussi se protéger et garder nous-mêmes et pas utiliser des gardiens circassiens ou bédouins. Donc, c'est le début d'une armée juive et Ben Tzvi fait partie de ceux qui ont créé cette organisation. À ses côtés, Rachel Yanaït, sa future épouse, qui elle aussi est membre de ces organisations. Alors, de là, ils arrivent à Jérusalem. Et à Jérusalem, ils sont membres d'une communauté qui s'appelle Yerushalem HaChadasha, la Nouvelle Jérusalem. L'instigateur, c'est Betzalel Schatz, qui va être le fondateur de l'école Betzalel, l'école d'art Betzalel, Boris Schatz. Et cette Yerushalem HaChadasha va avoir une grande influence sur la vie à Jérusalem parce qu'il va créer cette institution pour créer des arts. Ce n'est pas seulement le fait d'être une école d'art, mais c'est de définir ce qu'est l'art juif au XXe siècle. C'est quoi l'art juif d'un État juif moderne? Il faut définir ce qu'on veut faire aujourd'hui comme art juif, mais ça va aussi être de tailleur de pierre et architecture et toutes sortes de domaines à conquérir. Et entre autres, ils vont créer une école, l'école, la Gymnasia Ivrit à Jérusalem, la Gymnasia Ivrit de Rechavia, qui est le premier lycée moderne de Jérusalem, qui existe encore jusqu'aujourd'hui. Donc en 1909, la commune hiérosolomitain de Boris Schatz crée cette école et Boris Schatz demande
à Yitzhak Ben Tzvi et Rachel Yanaït d'être professeurs dans cette école. Donc, ils sont et fondateurs et font partie du premier groupe d'enseignants de cette école. Donc, on l'a vu comme activiste sioniste, on l'a vu comme organisateur de l'autodéfense, on l'a vu comme maintenant comme prof et comme créateur d'école. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Et la suite est de fonder un journal. Alors, les Poalei de Sion vont créer un journal qui va s'appeler Ha'ardut. Vous voyez le comité de direction du journal. De nouveau, vous voyez Yitzhak Ben Tzvi. À gauche, tout à fait, à la deuxième partie de la gauche, en bas, David Green, David Ben Gurion. Il y a Sylvain Brenner et d'autres qui sont un peu moins connus. Donc, ils sont maintenant aussi éditeurs d'un journal. Et à droite, vous voyez de nouveau le comité directeur du journal, où vous voyez Ben Tzvi. Non, Ben Tzvi n'est pas sur la photo, mais on voit Rachel. Et ce qui est important, c'est que Ben Tzvi et sa femme vont organiser la première grande grève ouvrière en Israël. On est socialiste, on ne l'est pas. Et ça va être une grève des ouvriers de l'imprimerie. C'est-à-dire qu'ils se sentent manipulés par les patrons de l'imprimerie et ils font une première grève, c'est le début du socialisme en Israël. Après, ils vont aller en Turquie, où Yitzhak Ben Tzvi va faire des études de droit. Là-bas, il rencontrera un autre étudiant en droit, que vous voyez en bas à gauche, c'est David Green, le futur David Ben Gurion. Alors, on a Yitzhak Ben Tzvi, David Ben Gurion, qui ont des parcours parallèles, ils se sont déjà rencontrés dans Poalei de Sion, et maintenant ils se rencontrent en Turquie pendant leurs études de droit. On est en 1914, on est un petit peu avant la Première Guerre mondiale, et éclate la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale éclate et ils sont donc éjectés par les Turcs puisqu'ils sont citoyens russes et donc ils sont déportés en Égypte, ils n'ont pas le droit d'être en Israël. Les Turcs ont déporté les Juifs russes pendant la Première Guerre mondiale et là-bas, ils vont rejoindre les fameux régiments juifs qui ont été créés sous l'instigation de Ze'ev Jabotinsky. Jabotinsky et Trumpeldor qui sont allés chez les Anglais en leur disant voilà, on veut créer une force juive qui va se battre en Palestine. Les Anglais ne sont pas très d'accord. Dans un premier stade, ils vont en faire le corps des muletiers de Sion qui va être engagé à Gallipoli comme soldat dans le train pour amener le matériel, etc. Pas comme combattant, et à Gallipoli, pas en Eretz Israël, mais devant leur bravoure au combat sous le feu, sous la mitraille, qui continue à approvisionner les troupes, les Anglais vont accepter de créer un régiment de combat, le 38e fusilier royaux, qui va être engagé sur le front de Palestine avec Jabotinsky et Trumpeldor comme officiers. Et leur but avoué est qu'après la guerre, venir chez les Anglais et dire, voilà, nous avons participé à la libération de la Palestine, nous avons lutté pour ce pays, nous y avons des droits en tant que peuple qui y habitait dans le temps et nous voulons ce pays. Donc, par opposition au sionisme politique de Herzl, on a le sionisme militant qui dit, il faut se battre pour le pays. Pas comme Herzl qui voulait une charte des nations, qui est allé parler avec le Kaiser, qui est allé parler avec Von Pleve en Russie, qui parlait avec le pape, qui est allé parler avec Chamberlain, qui voulait une charte que les nations reconnaissent le droit d'Israël. Jabotinsky a dit aucun pays n'a jamais reçu son pays sur un plateau d'argent, il faut se battre. Et dans ces bataillons, on trouve Yitzhak Ben Tzvi qui va être dans le bataillon, pas dans le bataillon de Jabotinsky qui lui a été créé en Angleterre avec essentiellement des Juifs qui habitaient l'Angleterre et qui ont été engagés en Palestine, mais dans un autre bataillon qui va être, lui, formé en Amérique. On va en parler dans quelques minutes. Après avoir été démobilisés, ces soldats des bataillons juifs qui se sont battus à la Première Guerre mondiale vont vouloir créer des villages agricoles. Ils en ont créé un près de Netanya, le Moshav Avichail. Vous voyez le panneau qui vous accueille à l'entrée du Moshav Avichail, Itiashvut Chaklaït l'Chayalim Meshucharim. Donc, c'est un village agricole pour les soldats démobilisés, créé en 1932. Qu'est-ce qu'on a comme soldats démobilisés en 1932? On n'a bien sûr pas encore Tzahal. C'était les soldats démobilisés de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est ces soldats des bataillons juifs qui ont créé le Moshav Avichail juste au nord de Netanya. Vous sortez de Netanya, aujourd'hui, ça se touche l'un l'autre. Mais avant de créer Avichail, ils ont essayé
de construire un village agricole dans le Negev. Je rappelle le rêve qui sera le rêve de Ben Gurion de développer le Negev. C'est ce rêve de faire refleurir le Negev. C'est aussi la réalisation des prophéties, puisque Yeshayahu ou Isaïe nous parle du pays qui refleurit, Yesusu, Midbar, Vetsia, Betagel, Arava, Vetifar, Ketchavatzelet, que le désert va refleurir, va bourgeonner. Donc, on s'installe dans le Negev. Vous avez la photo de la forteresse de Harad, l'hôtel Harad, à côté de la ville de Harad aujourd'hui. La ville d'Harad, bien sûr, à l'époque, n'existait pas. Aujourd'hui, il y a un parc national tel Harad. Et à côté, ils créent donc un village agricole, mais ça a été un flop. Donc, ils ont essayé en 1922, ça n'a pas marché. Et 10 ans plus tard, il y aura le Moshav Avichail, mais tel Harad, dans le Negev, n'a pas réussi. Nous retrouvons en 1926 la famille Shimshelevitz, c'est le nom de Ben Tzvi, il n'est pas né Ben Tzvi, il est né Yitzhak Shimshelevitz, son père s'appelait Shimshelevitz, et donc son père va couper le nom en faisant Tzvi Shimshi pour le faire israélien, et Yitzhak avait déjà choisi Yitzhak Ben Tzvi comme nom israélien, et la famille a réussi à quitter la Russie et vient s'installer en Israël. Vous voyez ici la famille, des noms que vous connaissez peut-être. On voit en haut à droite avec la cigarette au bec Rachel Yanaït, qui sera la future épouse, qui est déjà l'épouse de Yitzhak. Aaron Rouveni, qui est un écrivain, qui est le frère, qui est le beau-frère. Il y a Shulamit, qui est la sœur de Ben Tzvi, et en bas, Dina, sa sœur, qui est mariée avec Binyamin Mazar, qui sera un des plus grands archéologues de Jérusalem, celui qui fera les fouilles de Ir David. Sa petite fille a continué, Elat Mazar, elle est décédée il y a un mois. Donc, Elat Mazar, qui était la grande directrice des fouilles de Ir David à la suite de son grand-père, c'est de la famille Ben Tzvi, Shimshelevitz. Et on a déjà parlé un petit peu de Yitzhak, on l'a vu, j'ai dit, comme socialiste, comme activiste dans l'autodéfense, comme engagé volontaire dans l'armée anglaise, comme agriculteur à Arad. Rachel, elle n'est pas née Rachel, elle est née Golda Lishansky. Mais quand elle vient en Israël, les jeunes changent de nom. Elle trouve que Golda, ça fait trop galouti, et elle décide Rachel. Et elle cherche le nom d'un roi, le roi Yanaï, qui était un de ces rois Hashmonaïm. C'était le roi Hashmonaïm qui a étendu les frontières du pays d'Israël. Alors, Yanaï, ça fait bien comme nom de famille, mais comme elle est aussi légèrement féministe, alors elle va faire Rachel Yanaït. Donc, c'est son nom, Yitzhak Ben Tzvi, Rachel Yanaït. La photo de gauche que vous voyez, c'est les poilés de Sion qui sont en deuil de la mort de l'instigateur du mouvement d'Orber Borochov, qui est mort aux États-Unis en 1917. Et c'est un grand choc. Et c'est lui qui avait amené Rachel Yanaït au sionisme et au socialisme. C'est pour ça que j'ai mis cette photo ici où les deux sont réunis. D'Orber Borochov, c'est lui qui était le mentor de Rachel Yanaït et qui l'a amené au poilé de Sion. J'ai parlé de la Première Guerre mondiale. J'ai dit que Yitzhak Ben Tzvi s'est engagé dans les Gdudim Haïvrim, les bataillons juifs de l'armée anglaise. Donc, si vous regardez dans la photo du centre, vous avez le symbole du régiment qui s'appelait Harishon le Yehuda, le premier de Judée, avec ces deux officiers juifs en bas, Zev Jabotinsky et Yosef Trumpelor. À droite, vous avez Yitzhak Ben Tzvi qui, lui, se trouve aux États-Unis et essaye de monter un groupe de juifs américains qui s'engageront. Ils vont être engagés dans l'armée anglaise, ils vont aussi s'engager, ils vont aussi rejoindre l'armée anglaise, mais ils sont arrivés un peu trop tard. Donc, ils prendront plus part à la guerre le temps qu'ils soient formés. La guerre sera finie. Alors, il y avait le 38e régiment de fusiliers, c'était celui créé avec les soldats juifs anglais. On a eu le 39e avec les soldats juifs d'Amérique, et on a eu le 40e avec les soldats juifs d'Israël. Je n'ai pas trouvé d'image, malheureusement, mais l'instigatrice était Rachel Yanaït. Donc voilà, ils étaient tous les deux, Yitzhak Ben Tzvi et Rachel, dans cette armée d'avant l'État d'Israël, ces bataillons juifs de l'armée anglaise, lui dans le bataillon américain et elle dans le bataillon israélien. Lui aussi s'est engagé trop tard et n'a pas été engagé dans les combats. Après la guerre,
la Première Guerre mondiale, je pense que vous connaissez à droite la place Stanisław à Nancy. Rachel part en France où elle va faire des études d'agronomie. Elle revient ingénieure agronome. C'est un métier très important en Israël de l'époque où on veut faire de l'agriculture. Déjà, Hannah Meisel, la directrice de la ferme des jeunes filles à Kinneret, avait fait ses études en France. Elle avait envoyé Rachel de Kinneret, Rachel la poétesse, faire ses études à Toulouse, des études d'agronomie. Maintenant, c'est le tour de Rachel Yanaï de faire des études à Nancy. Et quand elle revient, elle crée un Meshek Poalot, une ferme pour jeunes filles, pour leur apprendre l'agriculture. Mais où elle le fait, pas à Kinneret, dans le nord du pays en Galilée, elle le fait à Jérusalem, parce que Yitzhak et Rachel s'installent à Jérusalem, et à côté de leur maison, sur un terrain vague, dans ce qui va être Chavia. À l'époque, le quartier de Chavia n'existe pas. Ce sont des terrains que le KKL a achetés au monastère de Ratisbonne. Et sur ces terrains, on construit des maisons, et Rachel Yanaïd crée une pépinière où elle va apprendre à ces jeunes filles à cultiver des fleurs et des arbres. Et elle va après convaincre le maire de Jérusalem d'acheter ces arbres-là pour les planter dans les rues de Jérusalem. Donc, les premiers arbres qui ont décoré les rues de Jérusalem étaient les arbres de la pépiniérie de Rachel Yanaïd Ben Tzvi et de ses poalot. Plus tard, ils ne peuvent pas rester à Rechavia parce que juste à côté de Rechavia, on a le quartier de Sharei Chesed qui est un quartier Haredi. Ils ne voient pas d'un œil favorable ces jeunes filles en short que vous avez vues dans la photo d'avant travailler là-bas. Et donc, la ferme se déplace. Elle a aussi grandi. Ils veulent de la place pour plus de jeunes filles. Et Rachel Yanaïd reçoit un terrain à côté de Armon Natziv et crée ce que vous voyez à votre droite, l'école agricole des jeunes filles à Armon Natziv. Plus tard, elle construira une autre école encore à En Karem. Pour ceux qui viennent à la balade demain, à En Karem, on sera demain. Alors, vous voyez un timbre d'effigie de Rachel Yanaïd, et vous voyez en bas ce qu'on a mis, c'était ces jeunes filles qu'elle forme à l'agriculture. Tzricha le'asik otanu, yetzirat tavnit chiyuvit, lelo pa'arei edot u'shchavot. Il faut créer un travail qui est un travail sans différence entre les différentes communautés ou les différents niveaux socio-économiques. Elle n'a pas ajouté sur l'image, c'est pas marqué ni entre hommes et femmes, j'ai dit socialiste de la première heure et féministe. Yitzhak Ben Tzvi, j'avais dit que pendant son premier voyage en 1904, il était passé par les communautés juives qu'il a rencontrées dans l'Empire ottoman, il en a rencontré en Grèce, il en a rencontré au Liban. Dans les années d'après-guerre, lui s'intéresse à ces communautés juives du monde, de la diaspora juive, mais plus spécifiquement aux communautés juives de l'Orient et aussi au pays d'Israël. Au pays d'Israël, l'histoire générale du pays, même quand il n'y a pas de juifs qui sont en Israël. Alors, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est les juifs qui n'ont jamais quitté le pays d'Israël, ce qu'on appelle en hébreu les Musta'arabim, les familles juives qui, depuis la destruction du temple, ont toujours continué à habiter en Israël. Il y en avait. Et là, vous avez une des dernières communautés de Musta'arabim à Pékin, en Haute-Galilée. Et ça, c'est la communauté photographiée en 1932. Donc, Ben Tzvi va les rencontrer et va écrire un livre sur leur histoire, l'histoire des Musta'arabim, des Juifs qui n'ont jamais quitté Eretz Israël. La dernière survivante de ce groupe des Musta'arabim à Pékin, c'est Margalit Zinati. Ceux qui connaissent, quand vous allez à Pékin, Margalit a créé un musée. D'ailleurs, elle a appelé son musée Bet Rachel Ben Tzvi. Et dans ce musée, elle raconte son histoire et l'histoire des Juifs de Pékin, des Juifs qui n'ont jamais quitté Eretz Israël. Elle raconte la vie de ces paysans et comment c'était de vivre en une toute petite minorité juive dans un pays musulman. À droite, vous voyez des photos de la place du village de Pékin. Vous voyez pas, vous pouvez imaginer. Vous voyez qu'il y a des escaliers devant vous. Ces escaliers descendent vers la source qui est juste au bas de l'image, elle n'est pas rentrée dans l'image. Derrière, il y a un arbre, un mûrier magnifique. Pourquoi j'ai mis ces photos du village de Pékin? D'abord parce que cette source, c'est, d'après la tradition, la source à laquelle s'est abreuvé Rabbi Shimon Bar Yochai. Je rappelle que Rabbi Shimon Bar Yochai se cache pendant 13 ans dans une caverne, dans une grotte à Pékin, et il se nourrit d'un caroubier et d'une source
qui coule devant la porte de la grotte. Cette source continue et devient la source du village de Pekin aujourd'hui. Et là, c'est la place de la source. Pourquoi j'ai mis ces photos? Parce qu'on a eu des billets de banque à l'effigie de Ben Tzvi. On a eu deux shekels. D'abord le premier, et puis après, on a changé les billets pour lutter contre les contrefaçons. On a fait des billets plus compliqués à copier. Donc ça, c'était le premier billet de 100 shekels, pour ceux qui s'en rappellent. Et ça, c'est le verso du billet. Si vous regardez, vous voyez sur l'image le village de Pekin, vous voyez l'arbre qu'on a vu dans la photo, et vous voyez la synagogue de Pekin. Donc c'est quelque chose d'important pour Ben Tzvi, à tel point que quand on a choisi sur le billet de banque quoi mettre sur le billet de Ben Tzvi, alors si sur le billet de Chaim Weizmann, le premier président de l'État d'Israël, on a mis le Machon Weizmann, l'Institut Weizmann. Si sur le billet à l'effigie de David Ben Gurion, on a mis non pas la déclaration d'indépendance, mais le Nahal Tzin dans le désert du Negev, qui est à côté de là où il habitait à Sde-Boker, un endroit magnifique parce que son rêve était développer le Negev. Alors, le rêve de Ben Tzvi était de découvrir ces communautés, étudier ces communautés, et donc on a mis Pekin sur le premier billet de banque de 100 shekels. On a fait après un deuxième billet, vous en rappelez peut-être plus parce qu'il était en usage jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et dans ce billet que vous voyez à gauche, de nouveau, j'ai tourné le billet et on a agrandi. Si vous regardez, vous voyez des maisons, vous voyez une branche d'arbre, je vous montre avec la souris, vous voyez une branche d'arbre ici, l'arbre, et la source, de nouveau, c'est le village de Pekin. Donc, sur les deux billets, on a gardé ce village de Pekin qui était très important pour Yitzhak Ben Tzvi. Et plus tard, quand Madame Ben Tzvi sera déjà présidente d'État d'Israël, dans la photo qui est à droite, alors on créera un nouveau Pekin. Il y a Pekin, le vieux Pekin, où habite Margalit Zinati, qui est un village majoritairement druze. Et juste en bordure se trouve Pekin Hadasha, le nouveau village où on a amené des Olim Hadashim dans les années 50. Là, vous voyez l'inauguration en 1955. Et vous voyez que Rachel Yanaïd fait un discours. Et je l'ai mis exprès. Si vous regardez à gauche, vous voyez un livre qui a été écrit, Lila Ronfeder-Amit, qui est une auteure qui écrit des biographies pour faire connaître les gens importants d'Israël, aux enfants surtout, mais pas seulement. Elle a titré le titre de ce livre dédié à Rachel Yanaïd, Lo Bouba al-Khut. Ce n'était pas une poupée sur un fil. C'était quelqu'un de très autonome, de très indépendant, à tel point que Ben Gurion, qui ne la supportait pas, lui répétera plusieurs fois, et rappelle-toi, c'est Yitzhak qui a été choisi comme président, pas toi. Parce que des fois, elle débordait un petit peu du cadre de ses fonctions de femme du président de l'État et se prenait un petit peu elle-même pour la présidente de l'État et Ben Gurion devait la remettre à sa place. Donc, c'est pour ça que j'avais parlé au départ d'une conférence sur Yitzhak Ben Tzvi et je me dis après, on ne peut pas. Si je fais une conférence sur Ben Tzvi, il faut faire une conférence sur Yitzhak et Rachel, les deux ensemble. Les deux étaient présidents de l'État ensemble, bien que le président élu était Yitzhak et pas Rachel. Alors, une autre communauté que Ben Tzvi a rencontrée, ce sont les Samaritains, les Shomronim. On les avait rencontrés, ceux qui étaient avec nous au Shabbat à Har Bracha. Quand Ben Tzvi les rencontre au début du XXe siècle, il reste 140 Shomronim. Aujourd'hui, ils sont 780. Ce n'est pas encore très grand. C'est déjà plusieurs fois ce qu'ils étaient au début du XXe siècle. D'où est-ce que Ben Tzvi les a rencontrés? Quand il arrive à Yafo, il loue une chambre et la personne qui l'héberge, c'est un Shomroni, Tzedaka, qui lui loue une chambre et qui lui apprendra l'arabe. Donc, il lui enseigne l'arabe. Et c'était le premier lien entre Yitzhak Ben Tzvi et les Samaritains. Ça va continuer toute sa vie. Et c'est lui qui va leur proposer de s'installer à Holon quand l'État d'Israël sera créé. Alors, il se promène, j'ai dit, dans tout le Levant à la recherche de communautés juives. Alors, vous voyez en dessous, à gauche, dans l'image en bas à gauche, vous le voyez à Kontila, dans le Sinaï, avec le Cheikh Othman de Kontila. Kontila, c'est rentré dans Israël puisqu'on a dû combattre là-bas dans la guerre des 6 jours. Vous le voyez à droite, à côté de la statue du lion dans le palais de Nebuchadnezzar à Babylone. Donc, il se promène dans toute la région à la recherche des communautés d'Israël en Orient. J'ai dit, il a aussi été en Grèce, il a aussi rencontré les Juifs au Romagnote, c'est une communauté qui a ses minagim
à eux. Les Juifs romagnotes sont des Juifs grecs, c'est une communauté à eux. Si vous regardez à droite, vous voyez Bet Knesset, Bet Avraham, et ça se trouve en Achlaot. On a déjà été aussi ensemble, on a fait une balade en Achlaot. On était passé, j'avais dit 2 mots sur cette communauté romagnote qui a son Bet Knesset à Jérusalem. Donc, à Jérusalem, vous pouvez aller écouter les musiques et le Nusach romagnote ou le Nusach italien, synagogue italienne. Ça fait partie des recherches que Yitzhak Ben Tzvi faisait sur les communautés juives. Les Italiens moins, parce que c'est Grèce et à l'Est. Il a écrit énormément de choses, il a écrit des livres, il a écrit des articles. Et j'ai choisi un petit article parce que je pense qu'il est très important. Je vais vous le lire et le traduire. Geulat akarka itnai rosh verishon lakamat habayit halaomi. Si nous créons un foyer national, la première chose, c'est de racheter des terres. Il faut racheter des terres. Pourquoi? Il dit Kol shar hagormim aliyat hachalutzim hamonei ha'am, la montée en Israël. Kibush ha'avoda, le travail juif dans les secteurs d'activité. Ou bitzur ha'yishuv ha'oved b'tzion. Triat ha'lashon, la résurrection de la langue. Chidush Kishronan Natzmit, recréer un État avec des institutions. Kol ele lo yotoharu bli atnai haikari gulat hakarka. Tout cela ne peut pas exister si on n'a pas commencé par la première des choses à faire, c'est de racheter des terres. Pourquoi? Omnam haïta aliyat hamonim bekibush avoda gam b'Amérique. Il dit une montée de masse et s'incruster dans le travail, ça on l'a fait en Amérique, on n'a pas besoin d'Eretz Israël. Il y a 2,5 millions de Juifs de Russie qui sont partis en Amérique et des secteurs d'activité juifs, ils se sont rentrés dans le marché du travail sans avoir besoin d'Eretz Israël pour monter en masse et prendre le travail. Triat alashon vasafrut haivrit nitpashtu gam berussia b'mizrach Europa. En Russie, on a des écrivains qui écrivent en hébreu, on a une littérature en hébreu, on a des poètes, Bialik au début écrit en Russie en hébreu, on a des journaux en hébreu, on n'a pas besoin d'Eretz Israël. Il dit, si on veut faire un Beit Lehomi, un foyer national, il faut commencer par une terre. Parce que tout le reste n'a d'importance qu'une fois que ce sera sur la terre. Tant que c'est ailleurs, ça ne réalise pas le but. Donc il faut racheter les terrains et s'installer en Eretz Israël. On y reviendra parce que c'est quelque chose qui va marquer toutes ses options politiques aussi à lui et à Rachel. Ça, c'est un monument dédié à Yitzhak Ben Tzvi à Farod. De nouveau, c'était pour boire, un sabile pour boire pour les voyageurs qui visitent Eretz Israël sur les traces de Ben Tzvi pouvaient se désaltérer. Mais pendant toutes ces années, en plus d'être chercheur, il est aussi activiste sioniste et c'est lui qui est envoyé par le Yishuv comme représentant du Yishuv, donc des Juifs d'Eretz Israël en Angleterre au couronnement de Sa Majesté George VI. Donc il sera là-bas avec Rachel Yanaït, qui arrive d'ailleurs habillé avec un très grand Magen David sur son vêtement. Ce n'est pas encore la Shoah, il n'y a pas encore ces connotations du Magen David sur le vêtement qui va venir plus tard, mais ils arrivent en étant très conscients qu'ils représentent le peuple juif en Eretz Israël, Palestine, au couronnement de Sa Majesté, le roi qui est aussi le roi d'Angleterre, qui est aussi le roi à l'époque de la Palestine. Il va faire partie des instances sionistes, il fera partie de Minelet Ha'am, ce gouvernement avant l'État, et il est signataire de la charte de l'indépendance. Si vous regardez Megillat Ha'atzmaut, à votre droite, vous voyez le premier signataire, je n'ai pas mis la Megillah, j'ai juste mis les signatures. Vous voyez que le premier signataire, c'est David Ben Gurion, et si vous descendez, le quatrième, vous voyez Yitzhak Ben Tzvi. Je vais mettre la souris, voilà, Yitzhak Ben Tzvi. Donc, vous le voyez en quatrième signataire de la déclaration d'indépendance. Donc, il a toujours été très présent dans les institutions sionistes socialistes. En 1948, la guerre d'indépendance, et ils ont 2 fils, Eli et... Je m'excuse, là, j'ai un trou sur le nom du deuxième, ça va revenir. Amram. Eli et Amram. Eli va tomber dans la défense de Beth Keshet, un kibbutz qui se trouve en Galilée, et ça va faire un choc énorme au couple
Ben Tzvi, lui va même échapper à un attentat à Jérusalem. Ça, c'est une lettre qui leur est écrite, Rachel ve Yitzhak, Hayekarim Od. Et vous voyez que le 1er août 1947, Karanes, Im Rachel, Im Ptsatsa, il y a une bombe qui est tombée près de Rachel. Et puis le 11 mars 1948, il y a eu Karanes Im Yitzhak, Binyan Havad Alomi. Je rappelle que les bureaux de l'agence juive ont été dynamités par des soldats anglais qui ont fait sauter un camion piégé dans la cour des institutions Rehov Hameler George, Rehov King George à Jérusalem, et Yitzhak Ben Tzvi sont sortis indemnes. Donc, eux sortis indemnes de 2 attentats, leur fils, lui, est tombé à la guerre en 1948. Il y a, si vous allez au kibbutz de Beth Keshet, il y a un monument qui rappelle les 8 soldats et encore d'autres qui sont tombés plus tard dans les autres combats. D'abord 8 qui sont tombés avec Yitzhak Ben Tzvi. Il y a un film qui raconte cette histoire. Le film s'appelle Sipur Ahava Eretz Israélite. Il a été réalisé par la fiancée de Eli Ben Tzvi, qui était actrice et qui n'a jamais parlé. Et puis il y a une quinzaine d'années, elle a fait un film où elle raconte son histoire et l'histoire de Eli à Beth Keshet. Donc il y a un film qui s'appelle Sipur Ahava Eretz Israeli, une histoire d'amour en Eretz Israël. Et le monument que vous voyez à Beth Keshet a été fait par la sculptrice Batia Lishansky. Ça peut peut-être vous allumer faire tilt. Je vous ai dit tout à l'heure que Rachel Yanaït s'appelait Golda Lishansky. Batia Lishansky, c'est sa sœur. Donc c'est sa sœur qui a fait le monument en mémoire de son frère et de son fils, donc de son neveu, le neveu de Batia. Et ce qu'ils vont faire, c'est que à Rechavia, je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai dit que Rachel avait créé une pépinière où elle enseignait aux jeunes filles l'agriculture. Tous les gens qui ont acheté des terrains à Rechavia ont construit des maisons. Vous connaissez le quartier de Rechavia, c'est un quartier résidentiel avec des belles maisons et avec des beaux jardins. Yitzhak et Rachel n'ont pas construit de maison, ils ont construit un tzrif, une cabane. Pourquoi? Pour 2 raisons. Première raison, c'est qu'ils n'ont pas d'argent. C'est des jeunes socialistes, n'ont pas d'argent. Deuxième, c'est aussi idéologie. On est comme tous nos copains qui sont à Kinneret, qui sont dans les kibbutzim du Nord. On habite à Jérusalem, mais on est des socialistes de la première heure et on habite dans une cabane qui est très, très semblable aux cabanes qu'on peut trouver à l'époque dans les kibbutzim à Incharod ou à Kinneret ou à Dgania. Donc, ils ont le même genre de cabane. Ils y habitent à Rechavia, dans une cabane sur leur terrain. Les promoteurs leur proposent des ponts d'or pour vendre la cabane et construire des bâtiments, mais eux refusent, ils habitent dans leur cabane. Après que leur fils, que Élie, soit tombé au combat, ils vont faire transporter ce tzrif à Beth Keshet. Et dans ce tzrif, il y a un petit musée qui raconte l'histoire de leur fils et l'histoire de la défense de Beth Keshet en 1948. Donc, vous voyez à gauche la plaque qui est devant le tzrif Mishpachat Anassi Ben Tzvi. Donc, c'était la maison familiale où Élie avait grandi à Jérusalem. Il y avait dans cette maison 5 chambres. Un instant, je vous ai dit des socialistes de la première heure qui veulent une petite cabane. Alors, pourquoi 5 chambres? Ça, c'est déjà trop. Il faut comprendre. Une chambre, c'est pour Yona Lishansky. C'est la maman de Rachel qui habite avec eux. Une chambre, c'est pour Rachel et pour Yitzhak et Rachel. Une chambre pour les 2 enfants, Élie et Amram. Donc, c'est 3 chambres. Les 2 autres ne sont pas pour eux. Ils les prêtent à des ouvriers, des olim qui arrivent, des ouvriers socialistes qui arrivent en Israël. Et dans un premier temps, le temps qu'ils se trouvent où se loger, ils les logent chez eux. Donc, c'est 2 chambres à louer, ce n'est pas des chambres à eux. Donc, eux habitent sur 3 pièces dans leur tzrif. Ils se contentent de pas beaucoup. Et on arrive maintenant à la période présidentielle. On était en 1948 quand leur fils est tombé, l'État d'Israël est proclamé, et le premier président de l'État d'Israël va être Chaim Weizmann, qui est un membre du mouvement sioniste depuis le début, qui est un chimiste de renommée non mondiale. On le voit sur le billet de banque avec le Machon Weizmann, l'Institut Weizmann derrière lui. Et à côté du drapeau, vous voyez ce qui est écrit « Kol yamai amalti vechatarti lasot et ramada vaberka yosod le mifalenu aleumi ». Lui, vous voyez comme chose d'important, pas seulement de développer l'agriculture en Israël, mais de développer la science, grâce à laquelle on pourra résoudre tous les problèmes de l'humanité. Mais en plus, il faut aussi Erket Tzedek
Yosher, Shalom ve'achva, il faut aussi être des gens moraux. Donc la moralité et la science. Et quand il décède, David Ben-Gurion pense à proposer le poste de président de l'État d'Israël à le personnage qui est à droite, à Albert Einstein. On reste dans les hommes de science. Albert Einstein va refuser, il va dire qu'il se débrouille mieux avec les chiffres qu'avec les hommes, et il ne se voit pas très bien dans un poste où il faut serrer des mains, faire des réceptions officielles, et donc il décline le poste de président de l'État d'Israël. Alors, qui nommé à ce poste maintenant vacant, président de l'État d'Israël? Et David Ben-Gurion se tourne vers Yitzhak Ben-Tzvi. Pourquoi Yitzhak Ben-Tzvi? Bien sûr, c'est un membre, c'est un ami de la première heure, mais surtout, regardez maintenant le côté face du billet de banque. Sur l'envers du billet de banque, on avait vu le village de Pékin sur les recherches sur ce côté du billet de banque, on voit les communautés à la recherche de laquelle a été envoyé des juifs yéménites et des juifs irakiens et des juifs de toutes les communautés d'Orient sur lesquelles il a enquêté. Et Yitzhak Ben-Tzvi est perçu par les juifs en Israël comme étant le représentant de toutes les cultures juives qui en ont en Israël. Ce n'est pas l'establishment ashkénaze qui essaie de dominer tout le monde. Je rappelle que c'est une époque très problématique. C'est les grandes aliotes qui arrivent des pays orientaux et on leur écrase leur culture, on leur rase les péotes, on leur explique qu'en Israël, on n'a pas besoin d'être religieux, on n'a pas besoin, il faut parler, pas avec la Haïteraïn, il faut parler comme un Israélien. On efface la culture séfarade, et quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour la culture séfarade, pour garder cette culture, pour la connaître, c'est Yitzhak Ben-Tzvi. Donc c'est quelqu'un auquel les Israéliens arrivent à s'identifier. Et il pourrait être le président, puisque le président, ce n'est pas lui qui dirige le pays, c'est lui qui représente le peuple. Et c'est pour ça que Yitzhak Ben-Tzvi est un président du peuple, et il est très, très bien accueilli par le peuple. Donc, c'est lui qui reçoit ce poste des mains de David Ben-Gurion. Mais il y met deux conditions. La première condition, c'est qu'il habite Jérusalem. La première présidence était à Rehovot. Chaim Weizmann, qui avait créé l'Institut Weizmann à Rehovot, avait sa maison. Vous voyez la photo, c'est un palais. Il était très, très riche. Il était plus riche que l'État d'Israël. Il n'a d'ailleurs pas reçu le salaire de l'État. Il disait, j'ai pas besoin de recevoir de l'argent de l'État. Je suis plus riche que l'État d'Israël. Et donc, il avait un palais à Rehovot. Ben-Tzvi dit, pas de Rehovot. Ben-Tzvi habite Jérusalem. Jérusalem, il faut comprendre qu'à l'époque, Jérusalem, c'est pas évident. C'est une petite ville dans le corridor de Jérusalem. Il y a eu des volontés de mettre la présidence à Tel Aviv ou à Haïfa, puisque beaucoup de Olim arrivent à Haïfa, pourquoi pas à Haïfa. Mais Ben-Tzvi s'entête. La présidence, si je prends la présidence, ça sera à Jérusalem. OK, David Ben-Gurion accepte. Et alors, il faut donc un palais présidentiel et on décide d'acheter la maison de Shoken. Vous voyez, en dessous de la maison de Weizmann, Beit Zalman Shoken, c'est à Rechavia. C'est de nouveau, Zalman Shoken est un grand éditeur qui est venu d'Allemagne. Il est très riche. C'est le père de Gershon Shoken, qui sera le patron du quotidien Haaretz. Et la maison de Zalman Shoken, donc, c'est la maison que Ben-Gurion choisit d'acheter pour être le palais présidentiel. Ben-Tzvi dit, pas question. Nous sommes des socialistes. Nous habitons dans un petit 3 pièces. Je rappelle, ils habitaient pendant des années dans un tsrif, dans une cabane. Et donc, cette cabane, ils l'ont envoyée à Beth Keshet. Donc, ils habitent, eux, dans un 3 pièces à Rechavia. Et ils disent, non, on continue à habiter dans un 3 pièces. Alors, Ben-Gurion a dit, oui, mais vous devez faire des réceptions officielles. Il faut des salles d'apparat, des salles de réception. Et ils achètent à ces fins-là un étage dans un bâtiment juste adjoint qui appartient à la famille Valero. Ils achètent 2 étages. Là-bas, il y a les bureaux de Ben-Tzvi et les salles de réception. Il s'avère très vite que c'est trop petit. Ben-Tzvi dit, pas de problème. On amène un tsrif. Et de nouveau, on amène une cabane. Vous la voyez, elle existe encore jusqu'aujourd'hui à Jérusalem, à Rechavia. Cette cabane verte avec le drapeau, c'est le tsrif Ben-Tzvi, c'est le palais présidentiel. C'est pas là où habite le couple présidentiel, il habite la maison derrière. Mais c'est l'endroit où ils font leur réception. Donc, des gens très simples. On vient à Jérusalem, mais on habite très simplement dans notre 3 pièces sans avoir besoin de palais présidentiel. Et les invités de l'État d'Israël, on les recevra dans une baraque. Je voulais lire, je n'ai pas le temps, je laisse tomber. Et Ben-Tzvi, c'est le président du peuple,
va inventer un certain nombre de choses. Il faut inventer ce qu'est la fonction présidentielle. Chaim Weizmann a été président très peu de temps. D'abord, il y a eu la 48-49, c'est la guerre d'indépendance. Il y a une guerre à gérer. Et 50-51, et il décède. Donc, il n'a pas été très longtemps président. Ben Tzvi a été président 3 cadences. Non seulement il a fait 3 cadences, c'est le plus long mandat présidentiel. Non seulement il était 3 fois choisi comme président, mais la 3e fois, il n'y avait même pas d'autres candidats. Il était le seul candidat. La première fois, quand on l'a choisi à la place de Einstein, il y avait un autre candidat, Sprinzak. Mais c'est Ben Tzvi qui a eu la majorité des voix. La seconde fois, je ne sais plus contre qui s'est mesuré. La 3e fois, il n'y a même pas eu d'opposition. Directement, il a eu son 3e mandat. Et alors, une chose qu'il a instituée, c'est tous les soirs de Rosh Chodesh, tous les veilles de Rosh Chodesh, il y a ce qu'il appelle Erev Edot. Chaque fois, c'est une soirée qui est consacrée à une des communautés d'Israël. Une fois yéménite, et une fois juif grec, et une fois juif du Liban, et une fois chaque communauté a sa soirée. Donc, j'ai mis une liste, je n'ai même pas vu. Les Yéménites, l'Afrique du Nord, les Iraniens, les Perses, Boukhara, Hongrie, Babylonie, c'est l'Irak, Roumanie, Kurdistan, Tchécoslovaquie, Égypte, Italie, Inde, Grèce, Bulgarie, Angleterre, Irlande, l'Amérique du Sud. Donc, chaque communauté juive a sa soirée chez Yitzhak Ben Tzvi. La deuxième chose qu'il va faire, là on a encore une visite des Samaritains. J'ai dit tout à l'heure qu'il va leur permettre de venir en Israël parce que ces Samaritains habitent à Shrem. Shrem, à l'époque, c'est occupé illégalement par la Jordanie, mais ce n'est pas en Israël. Mais il propose aux Samaritains qui habitent à Shrem de venir en Israël où les conditions de vie sont quand même meilleures et il crée un quartier à Cholon. Vous voyez à droite la synagogue des Samaritains à Cholon, on en avait parlé dans la conférence sur les Samaritains. À gauche, vous voyez la soirée organisée pour la communauté juive de Hongrie. C'est plus... on est assis, on se tient plus dignement. Et à droite, il invite un groupe folklorique yéménite à se produire à Sukkot. Parce que ça, c'est le deuxième projet. Le premier avait fait de faire ces soirées dédié aux communautés juives. Le deuxième projet, c'est d'ouvrir la maison présidentielle et d'inviter tout le peuple à venir rendre visite au président le jour du Yom Ha'atzmaut et Chol HaMoed Sukkot. Quelque chose qui existe encore jusqu'aujourd'hui. Vous pouvez aller à Sukkot, dans la soukha présidentielle. Vous voyez à droite Sukkot chez Shimon Peres. Vous voyez à gauche Sukkot chez Rubi Rivlin. Et les gens viennent, vous venez, c'est ouvert et vous pouvez aller serrer la pince au président de l'État d'Israël. C'est une institution qui remonte à Ben Tzvi, qui se voulait président du peuple. Aujourd'hui, c'est allé encore un stade un peu plus loin. Rubi Rivlin a ouvert un Merkaz Mevakrim. On peut organiser, ça c'est des visites organisées dans la maison présidentielle, pour ouvrir la présidence au peuple d'Israël. Un autre lieu qui est associé au souvenir de Ben Tzvi, c'est au Har Zion. Ceux qui connaissent au Har Zion, vous avez le Kever David, vous avez le tombeau du roi David, et au-dessus, il y a le toit, il y a d'abord le cénacle, et au-dessus, il y a le toit, on peut monter sur le toit, où on a une vue sur la vieille ville. Il faut se rappeler une chose, entre 1948 et 67, la vieille ville est en Jordanie. Et il y a une enclave juive au Mont Sion. Donc, les Juifs montent au Mont Sion, montent sur le toit pour voir une vue vers la vieille ville et vers le Har HaBayit, vers le mont du Temple. Et Shlomo Zalman Kahana, qui est le directeur des lieux saints, essaye de développer les visites au Mont Sion, à Har Zion, et donc il fait une salle Cheder Anassi, une salle présidentielle. Il propose à Chaim Weizmann de venir à Har Zion. Chaim Weizmann n'est jamais venu à Har Zion. Par contre, Ben Tzvi accepte l'offre et lui vient souvent au Har Zion où il accueille les gens qui viennent voir la vieille ville, leur serre la main, leur souhaite la bienvenue à Jérusalem. On va regarder juste un extrait d'un petit film. על הגג שמעל קבר דוד המלך בהר ציון ישנו חדר קטן סודי שנקרא חדר הנשיא. הכוונה לנשיאה השני של מדינת ישראל, יצחק בן צבי.
החדר הזה, שהיה המקום הקרוב ביותר להר הבית ולכותל המערבי, עד לשחרורה של ירושלים, ספג את הגעגועים במשך 19 שנים. אבל סיפורו של החדר הוא לא רק סיפורו של בן צבי, אלא סיפורם של רבי אליהו נענה ובנו רבי יעקב נענה. החדר הזה זה חדר נשיא המדינה השני למדינת ישראל, יצחק בן צבי, שהיה עולה לכאן ומתפלל כאן 3 פעמים בשנה, בשלושת הרגלים. אבא שלי היה מפנה לו את החדר ומכבד אותו ונותן לו לשבת, להתפלל לכיוון הכותל. הנשיא היה מקבל את הקהל ומברך אותם בברכת נשיא. כל המבנים פה היו ריקים, חלולים, היה פחד לבוא לפה. אבל אבא לא פחד, היה לו ביטחון, ואמא עזרה לו. אז יחד הם קיימו פה במשך 45 שנה פעילויות רבות. מוצאי שבת סעודת מלווה מלכה, וביום שלישי אבא היה עושה סעודה לבעלי מלאכה שאין להם זמן ללמוד. אנחנו ירושלמים שלא עזבנו את ירושלים ולא עזבנו את הארץ אף פעם. אבא היה גבאי בבית הכנסת הספרדי להר ציון במשך שנים רבות. בתור ילד קטן, אבא לוקח אותי להר ציון דוד המלך. זה הכי קרוב לכותל. היה אוחז בידי ולא פוחד ולא חושש מהירדנים שהיו מכוונים עלינו את הרובה. היו אומרים, אברהם אבינו לוקח את בנו יעקב לעקדה. Bien, nous avons donc vu Rabbi Yaakov Nahane qui aujourd'hui gère ce Cheder Nassi. Il est ouvert les lundis. Lundi, vous pouvez aller au Har Zion, monter en haut. Et le matin, vous pouvez rentrer dans le Cheder Nassi, être accueilli par Rabbi Yaakov Nahane. Le soir, il y a un limoud avec une collation. Tout le monde est invité. Et c'est donc aussi Yitzhak Ben Tzvi qui est lié avec ce Cheder Nassi au Har Zion. Bon. Alors, le Nassi, bien sûr, représente l'État d'Israël. On le voit ici au Congrès juif international. Il reçoit l'ambassadeur du RSS à l'époque où il y avait des relations diplomatiques. Et si vous regardez, vous voyez qu'il reçoit les invités dans le Tzri. Vous voyez que ce n'est pas un bâtiment. On voit les planches de bois de la cabane présidentielle où il recevait les invités de marque de l'État d'Israël. Pour son salaire, il avait un salaire qui était fixé au début de sa fonction, qui était très bas. Et puis, la caisse de l'État s'est un peu remplie, l'État d'Israël est un peu sorti du marasme économique des premières années, et on a voulu augmenter son salaire. Et puis, chaque année, la Vadat HaKetsafim, la commission des finances de la Knesset, a essayé d'augmenter le salaire de Ben Tzvi, qui a toujours refusé. Une fois ils l'ont eu, il était en visite officielle à l'étranger, ils ont doublé son salaire pendant qu'il n'était pas en Israël. Quand il a vu ça, il était furax, quand il est rentré. Il a décidé qu'il continue avec son salaire et tout ce qui était en plus, il le donne à une fondation pour la science. Ce qui fait qu'en fin de mandat, dans son 3e mandat, il gagnait à peu près la moitié du salaire de son chauffeur. C'est pour ça que j'ai mis la photo ici avec la voiture présidentielle. Le chauffeur de Yitzhak Ben Tzvi gagnait plus. On est très loin de ce qui se passe aujourd'hui. Regardez un peu combien gagnent aujourd'hui nos élus nationaux. Voilà, les 18 ingénieurs dans le système de la santé, 109 000 shekels par mois, 1600 médecins, chefs de service qui gagnent 100 000 shekels par mois, le général en chef gagne près de 100 000 shekels par mois. Ça c'est les salaires de 2018. Donc, on est très loin de Yitzhak Ben Tzvi qui ne voulait pas augmenter son salaire et qui gagnait finalement moins que son chauffeur. Une autre chose importante, vous savez qu'aujourd'hui, on est une des lois en projet. Si Dieu nous préserve, on a un gouvernement dirigé par Yvette Lieberman et Merav. Plus ce soir. C'est d'ouvrir le Shabbat, d'ouvrir les transports le Shabbat, d'ouvrir les magasins le Shabbat. Yitzhak Ben Tzvi, qui n'était pas chômeur Shabbat à titre individuel, je rappelle, c'est un socialiste de la première heure, mais il a étudié au Cheder et puis en tant que président, il était chômeur Shabbat. Donc, quand son secrétaire a eu un fils et la Brit Mila a été le Shabbat, son secrétaire ne l'a pas invité au Brit pour ne pas le forcer à prendre sa voiture puisqu'il habitait tout à fait à l'autre bout de Jérusalem. Et tout à coup, il se rend compte que dans l'agenda de Ben Tzvi, le Brit est indiqué. Et Shabbat, Ben Tzvi a traversé tout Jérusalem du nord au sud pour aller chez son
chez son secrétaire pour assister à la Brit Mila. Donc, aussi un respect du Shabbat en tant que Shabbat national de l'État juif. Donc, quelqu'un qui avait une conscience, même si lui n'est pas religieux, de respecter le Shabbat. Et à droite, vous avez aussi un panneau de la ville de Tel Aviv, Moda Ironit Neget Chilul Shabbat de Paressia, où la ville de Tel Aviv demande de ne pas profaner le Shabbat. On en est très loin aujourd'hui depuis que le maire Ron Huldaï a tout fait pour effacer le Shabbat à Tel Aviv. Mais à l'époque, par exemple, on ne roulait pas devant le Bet Knesset Agadol à Tel Aviv le Shabbat et encore d'autres choses pour garder une paressia, pour garder un Shabbat dans le domaine public. Chacun fait à la maison comme il l'entend, mais dans le domaine public, la ville de Tel Aviv était mechabedet le Shabbat et le Nasi Ben Tzvi également. Il n'a pas oublié les amis de la première heure. Dov Ber Borochov, qui est décédé aux États-Unis, il a ramené sa dépouille au cimetière de Kinneret et il est enterré avec les socialistes de la première heure, avec Nachman Sirkin, avec Moshe Hess, au cimetière de Kinneret, qui est le cimetière, le panthéon du mouvement socialiste sioniste. Quand lui-même est décédé, quand Benson est décédé, c'était à tel point une figure nationale mais internationale qu'aux États-Unis, aux Nations Unies, ils ont baissé le drapeau à mi-rampe en signe de deuil pour le décès du président de l'État d'Israël. Et les drapeaux des autres nations n'ont pas flotté ce jour-là. Donc, il n'y avait que le drapeau de l'ONU et ce drapeau-là a été mis en berne le jour du deuil de Ben Tzvi. Et David Ben Gurion écrira dans son élogie Lo hikarti ish raf palim vegadol ruach beyachad im zot sanua anav upashut bechol elichotav im gdolei amim veipshutei am kamahu. Je n'ai connu personne, une personnalité d'une telle envergure et avec ça tellement humble, tellement simple dans toute sa conduite, qui rencontrait les grands du monde et les gens du peuple. Quelqu'un de la simplicité de Ben Tzvi. Il était à la fois l'amour d'Israël, l'unité du peuple juif. Personne n'a arrivé comme lui, personne n'a réussi comme lui. Et tout le peuple l'a très bien ressenti. Je ne connais personne à notre époque qui était tellement aimé par tout le peuple, dans toutes les communautés du peuple juif, un amour total et complet, chez Zachal et Yitzhak Ben Tzvi. Donc, c'était un personnage hors du commun, et dans sa grandeur, c'était un grand bonhomme. Il a fait beaucoup de choses. Vous avez vu, il a été socialiste, il a été imprimeur, il a été dans la défense, il a créé des villages, il a été chercheur. Et avec ça, c'était quelqu'un qui recevait tout le monde à la maison, qui a ouvert le palais présidentiel, qui écoutait les doléances de tout un chacun, un homme du peuple. Quand il est décédé, de nouveau la même chose. Vous voyez à droite une photo de Chelkat Gdolei Haouma, le carré des grands de la nation au mont Herzl, où peuvent être enterrés les dignitaires de l'État, le président, le premier ministre, le président de la Knesset. Ben Tzvi est enterré au Har HaMenuchot, au cimetière de Jérusalem, avec sa famille, pas au cimetière du Har Herzl, au Panthéon de l'État d'Israël, mais au carré de sa nation. Dans le temps, on lui avait laissé encore, il avait, vous voyez, les deux tombes, sa tombe et la tombe de Rachel à côté de lui, qui avaient leur place au Har HaMenuchot, mais pas, vous connaissez le cimetière, c'est les tombes les unes sur les autres. En bas à droite, vous avez un extrait du journal qu'on a aujourd'hui mis des tombes aussi à côté de leur tombe parce qu'il n'y a plus de place. Et donc, ils n'ont même plus cet endroit à eux au Har HaMenuchot comme ils l'avaient au départ. Après son décès, Rachel Yanaïd continue son activité comme écrivain. Vous la voyez à droite en train d'écrire ses mémoires et à côté de la photo de son fils Eli. Vous la voyez à gauche qui rencontre les gens à Machane Yehuda. Et c'est très intéressant parce qu'après la guerre des 6 jours, en 1967, Rachel vit encore et elle fait partie d'un mouvement qui s'appelle Atnoua Leman Eret Israël Hashlema. C'est un mouvement qui regroupe des hommes de lettres et des hommes d'État de tous bords. Il y a des gens de droite comme Dr Israël Eldad, il y a des gens de gauche comme Ben Tzvi, Yanaït Rachel, vous voyez, je l'ai mis en rouge dans l'encadré. Il y a l'écrivain Uri Tzvi Greenberg, Chaim Gouri, et donc Taben Kin Yosef, donc des gens de la Hitiyashvut, des gens du Mapai, du Parti Socialiste, mais qui disent Eretz Israël, c'est à nous. Une fois qu'on a libéré des Jordaniens, on ne le rend pas. C'est assez différent
d'un des deux candidats à la présidence de l'État qui veut se mesurer maintenant, Bougie Herzog. Je vous ai mis à gauche son programme de 2016. En 2016, il a proposé un État à deux États dans lequel il rend 100% des territoires pris aux Jordaniens à la guerre des 6 jours, dans lequel Jérusalem sera la capitale de l'État palestinien, dans laquelle Israël se garde un droit sur le côté Amaravi, quand même. C'est quand même le petit-fils de l'ancien grand rabbin d'Israël. Et on va dédommager les réfugiés palestiniens et on va en permettre à certains de revenir. Donc, comprenez, c'est le même mouvement socialiste. Regardez comment il était en 1967 et ce qu'il est devenu en 2021. Alors, c'était la raison de cette conférence. Voilà le tableau des 10 présidents de l'État d'Israël qu'on a eu depuis Chaim Weizmann, Yitzhak Ben-Tzvi, Zalman Shazar, Ephraim Katsir, Yitzhak Navon, Chaim Herzog, Ezra Weizmann, Moshe Katsav, Shimon Peres et Rouvi Rivlin.